Bonjour à tous, on va regarder ensemble comment réussir sa transformation numérique qui permettrait par exemple de produire plus vite. Et surtout, on va regarder ça en 3 étapes. La première, c'est quelle est l'approche traditionnelle que font toutes les ETI, PME et grands groupes et qui finalement atteint des limites qui les bloquent et qui permet pas d'atteindre les résultats qu'ils auraient espérés à la base. Et quelle est la solution à mettre en place qui est finalement une nouvelle approche. Allez, c'est parti. Tout d'abord, quelle est l'approche traditionnelle? L'approche traditionnelle, finalement, elle vient de quand on construit un produit comme un appareil photo. On sait qu'il faut y aller par étapes. On va commencer sur certaines pièces, faire plusieurs tests, et quand c'est bon, on garde et on reproduit. Puis on finit par assembler les différents bouts qui marchent et on a un tout qui est l'équipement désiré. Ça, c'est l'approche traditionnelle et c'est comme ça que ça marche. Du coup, quand on passe au logiciel, on a toujours ça en tête de faire par petits bouts et que quand c'est bon, on passe à l'échelle. Donc ça veut dire qu'on met un logiciel pour un besoin donné, comme par exemple besoin de formation, on se dit tiens, réalité virtuelle, on essaye sur un cas, un poste particulier, ça marche, du coup on le déploie à plus grande échelle. À côté, quelqu'un d'autre se dit moi sur la maintenance je suis embêté, tiens je vais mettre de l'analyse fréquentielle pour faire du prédictif. D'ailleurs je vais vous laisser une fiche là sur la maintenance prédictive et les différentes maintenances. Et pareil on se dit tiens la maintenance prédictive ça marche, je déploie à plus grande échelle. Et ainsi de suite sur tous les cas d'usage. Le problème c'est que quand on fait ça, finalement, on atteint assez rapidement une limite. Alors, quelle limite? La première chose, c'est que toutes ces applications, quelles qu'elles soient, elles ont la même base. C'est-à-dire que vous avez le serveur d'application, qui est le moteur qui fait les analyses, qui fait le calcul, etc. Vous avez l'application client, donc c'est la partie où on appelle front office, où vous faites vos requêtes, vous avez les résultats, etc. Et vous avez la partie base de données, où là, on collecte, on stocke les données, on les nettoie, etc. On les purge, on les exporte, etc. Donc vous avez 3 parties. Les données, dans la base de données, le serveur d'application, qui est le moteur, et la partie client, qui est la visualisation et les commandes. Elles ont tout en commun cette base de données. La base de données, comme je vous l'ai dit, ça se connecte aux équipements, ça collecte les données, ça les nettoie, ça les contextualise, et ça les stocke. Donc ça fait 5 choses. Si vous avez 2 applications, vous allez faire 2 fois ça. Si vous avez, après, rappelez-vous, on avait la maintenance prédictive, on avait la réalité virtuelle, donc on a fait ça 2 fois. Pas forcément les mêmes données, mais certaines en commun. Et vous rajoutez plein d'applis. 3, 4, 5, 10 applis. Vous faites ça 10 fois. Donc vous avez 10 bases de données avec potentiellement des données collectées peut-être même 10 fois, ou 6 fois, 4 fois, 3 fois, que vous stockez partout. Et le stockage, c'est des gigaoctets, ça prend de la place, ça fait des vrais serveurs physiques. Là, on n'est plus dans le numérique, ça fait vraiment physiquement des serveurs de données que vous mettez dans vos baies 19 pouces dans votre salle informatique, mais au bout d'un moment, ça rentre plus dans la baie. Donc vous finissez peut-être par acheter une deuxième baie. Puis ça rentre plus dans votre salle informatique. Donc soit vous l'agrandissez, soit vous finissez par vous dire tant pis, je mets une baie dans un bureau. Sachant que vous savez pertinemment que dans un bureau, à moyen terme, pour un serveur informatique, c'est moins bon à cause de l'encrassement, de la température, etc., que s'il était dans une atmosphère maîtrisée dans une salle informatique. Donc vous prenez aussi un risque de perte de serveur. En plus de ça, vous avez le risque de sécurité physique, si vous ne le mettez pas dans un local informatique bien fermé, et encore pire, le risque de cybersécurité, puisque imaginez qu'au lieu d'avoir un serveur physique avec une base de données, maintenant vous en avez 10, il faut cybersécuriser 10 fois, ça coûte facilement 10 fois plus cher, forcément, pour les licences en tout cas, et donc en plus, une fois que vous avez payé toutes ces licences, mis en place tous ces équipements de sécurité digitale, il va falloir les gérer, les mettre à jour, etc. Donc ça fait un boulot assez énorme. Et vous commencez à comprendre pourquoi même les grands groupes, quand ils parlent site par site, ils n'ont pas tant de ressources humaines que ça et financières, et ils finissent par se dire ça commence à me coûter cher, je vais mettre en pause, parce que là je sens que je pars vers des coûts qui commencent à être peut-être supérieurs à mes gains, ou qui commencent à être trop importants par rapport à mes gains. Donc vous avez ces problèmes-là. La sécurité, l'emplacement, l'exploitation. Mais en plus de ça, vous avez le problème que vous avez stocké, connecté, etc. vos données plusieurs fois. Imaginez que ce capteur de pression par exemple, a un problème, vous le changez par un autre qui est légèrement différent dans son échelle ou dans sa courbe de réaction. Alors, il faudra faire la correction dans toutes les applications qui s'en servent. Sinon, forcément, les résultats vont être biaisés. Heureusement, ça arrive peu. Pareil, si vous changez l'automate, qui est l'organe de collecte en général des actionnaires capteurs, là aussi, il va falloir refaire l'adressage dans ces applications et le paramétrage.
Donc ça fait aussi du travail. 10 fois plus de travail si vous avez 10 applications que s'il n'y en avait qu'une. Et de même, mais quelque chose qui arrive beaucoup plus, on sait, quand on travaille dans la data, que pour beaucoup de raisons physiques et autres, les données sont parfois biaisées. On a des trous de données, des pics de données, des creux de données, etc. Et donc on sait et on est habitué à retraiter ces données. Le problème, c'est que le faire une fois, ça va, mais si vous avez la même donnée à 10 endroits différents, le faire 10 fois, ça prend encore plus de temps et vous prenez donc le risque qu'on se dise bon, sur cette appli-là, c'est moins important, je le fais pas, mais du coup, on biaise les données. Donc vous voyez que rapidement, en augmentant le nombre d'applications, on augmente énormément le travail, le coût humain donc, mais le coût de licence aussi, et le coût d'équipement également. Et le dernier point, c'est que, rappelez-vous, on collecte toujours d'un étage à un autre. Quand je parle d'étage, je parle de l'ISA 95, dont j'ai parlé dans la vidéo que je vous mets au-dessus. En fait, on passe toujours d'un niveau à un autre. Donc capteur actionneur, on passe dans ce qu'on appelle les contrôleurs, les fameux automates, et au-dessus, les superviseurs, tout ce qui est application justement comme maintenance prédictive, etc., mais en temps réel, c'est à ce niveau-là. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle le MES ou certaines autres applications de type Industrie 4.0, mais plus vraiment en temps réel. Et au-dessus, le RP. Donc, revenons à nos moutons. Le problème, c'est que quand vous connectez directement sur un automate, au bout d'un moment, on n'est pas sur un serveur, un giga-serveur. Un automate, c'est fait pour travailler à la milliseconde, voire plus vite, avec derrière une machine. C'est pas fait pour parler à toute la Terre entière. Donc, il a des capacités de communication limitées que vous allez pouvoir atteindre si vous mettez trop d'applications au-dessus qui veulent connecter les mêmes données. Sachant que c'est plus le cas sur les nouveaux automates, mais vous avez aussi des anciens automates dans votre atelier. Et un ancien automate, quand on surcharge trop sa carte de com, il y a un risque que l'automate s'arrête. Ça a été le cas sur plusieurs générations d'automates. Sur les nouveaux, c'est plus le cas, mais sur les anciens, oui. C'est ce qu'en cybersécurité, on appellerait une attaque par déni de service. Sauf que dans ce cas-là, malheureusement, c'est vous qui, par un besoin de collecte de données, envoyez trop de requêtes à cette carte automate, et donc vous la faites tomber hors service. Maintenant qu'on a vu les limites, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et bien en fait, il faut penser différemment. On sait que dans l'informatique, on aime bien parler par module. Rappelez-vous, je vous ai dit base de données, serveur d'application et les clients. Et bien en fait, il faut travailler avec cette chance qu'on a d'être modulaire pour se dire, finalement, dans mes applications Industrie 4.0, quelle est la base commune? Finalement, c'est la collecte de données. Peu importe qui l'a fait, s'il y en a un qui l'a fait pour tous, à la rigueur, ça ira bien. Donc, il faut créer cette plateforme de collecte de données qui serait la même pour tous, et après, chacun se brancherait dessus, si vous voulez, avec son serveur d'application, pour récupérer les données qui seraient propres. Si je fais une analogie avec le bâtiment, c'est la même chose que, on fait une fois le gros œuvre, on a tous les murs, etc. Le second œuvre, on a tous les réseaux d'eau, eau usée, eau chaude, eau de chauffage, électricité, réseau Ethernet, et imaginez que vos applications, ce soit des équipements. Par exemple, vous prenez un Thermomix, vous le branchez à votre prise, c'est bon, ça marche. Vous n'êtes pas soucié de tirer les câbles électriques jusqu'au producteur d'électricité et le mettre en place. Non, vous avez juste posé l'équipement, tout le reste, c'était là. Quand vous posez un toilette, il y a déjà l'arrivée d'eau et l'eau usée, vous posez juste le toilette et ça fonctionne. Vous ne chargez pas de faire tous les tuyaux, plus avoir derrière la machine qui traiterait les déchets et celle qui produirait de l'eau potable. Et pour les applications 4.0, c'est pareil. Il faut juste avoir le serveur d'application et le serveur client. Et cette plateforme en commun. Qu'est-ce que ferait cette plateforme? Premièrement, elle se connecte à tous les équipements nécessaires. Elle va nettoyer les données. Et ça, je peux vous assurer que c'est un gros boulot. Puis, elle va les contextualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Une donnée, par exemple, un capteur de température TT404, si vous le rangez comme ça à plat dans une base de données, et vous dites à un externe de venir et de lui dire « J'ai besoin que pour la maintenance prédictive, tu me prennes les températures des différents équipements, moteur machin, presse truc, etc., plus les courants, etc. de telle machine », il va pas tout de suite relier la TT202 avec tel moteur. Alors que si c'est contextualisé, pour lui ça va être simple, il va avoir une arborescence où il sait que vous avez le nom du site, le nom de la ligne de production, le nom de l'équipement, puis le nom du capteur. Donc ça ferait par exemple, je sais pas, Roy Malmaison, ligne 1, moteur numéro 2, TT202. Donc si vous l'avez dit, sur ma ligne d'emboutissage, je veux que tu prennes le capteur de température de tel moteur, il va faire ça en fait. On est sur le site, peu importe, site numéro 1, ligne d'emboutissage, moteur truc,
et la température voulue. Donc, même sans connaître parfaitement votre production et vos lignes de production, il va rapidement trouver ces données. En plus de les trouver rapidement, il va pas avoir de doute, parce que quand vous allez dans un automate, tout est un peu rangé dans différents sens. Vous avez une table, par exemple, dans le meilleur des cas, de correspondance, mais vous allez quand même devoir vérifier que c'est bien les bonnes températures. Et ça, c'est le meilleur des cas. Si c'est pas le cas, vous allez devoir faire quasi du rétro-engineering pour aller dans un automate et espérer tomber sur cette température en regardant ce qui semblerait être la température. Donc ça peut être très très long. Donc avec cette plateforme, on se connecte aux équipements. On se connecte aux bonnes données, on les collecte, on les nettoie, on les stocke au format, comme je l'ai dit, et donc on les met à disposition. C'est ça ce que fait la plateforme. Certaines plateformes, évidemment, font plus, c'est-à-dire qu'en plus de ça, elles vous permettent de faire déjà des analyses dans la plateforme, et même de faire de la visualisation dans la plateforme. Mais c'est pas la partie la plus intéressante. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir ces données prêtes. Comme ça, après, vous pluguez n'importe quelle application que vous achetez à des tiers différents, de pas les mêmes sociétés, et vous savez que vos données seront prêtes. Ce qui est parfait parce que, par exemple, souvent vous avez des éditeurs de logiciels qui vont vous dire « Je peux vous prêter pendant 30 jours une licence gratuite pour vous regarder si ça a un bénéfice. » Le problème, c'est que vous avez envie d'accepter, parce que le bénéfice de cette solution paraît grand, mais vous savez aussi que comme ce chantier de collecter les données, nettoyer les données, mettre à disposition, etc., tout ça pour cette application, c'est très fastidieux, très long et donc très coûteux, même si le logiciel, on vous l'offre pendant 30 jours, finalement, vous, le coût est pas nul. Alors que si vous avez cette plateforme où tout est déjà prêt, vous savez que, certes, le coût sera pas nul, mais en une demi-journée, en tout cas, tout ce qui est la partie collecte de données, c'est fini. Ce sera bon, validé, et il n'y aura plus qu'à vraiment tirer l'essence de ce logiciel pour voir si je le garde ou pas. Donc ça aussi, ça va modifier votre approche et votre appétence à accepter ou refuser des opportunités. Donc on voit ensemble que la clé de voûte, réellement, pour réussir à passer le cap de la révolution numérique, la fameuse 4e révolution industrielle, c'est d'avoir cette plateforme commune de données. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous aimez par exemple la maintenance prédictive, si vous vous demandez quel indicateur donner à un opérateur, si vous vous demandez comment produire plus vite, si vous vous demandez comment cybersécuriser mon atelier, etc., je vous invite à regarder la playlist que j'ai faite, que j'ai appelée de façon modeste Industrie du futur, où je traite tous ces différents sujets dans différentes vidéos. Mais surtout, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'écrire dans le formulaire Contact.